Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jacqueline Choran sur notre chaîne pour notre podcast intitulé Impact du burn-out sur la carrière professionnelle. Le burn-out est aussi appelé le mal du siècle et a de nombreux impacts sur la vie d'un individu, non seulement au niveau personnel mais aussi au niveau professionnel. Peut-on se remettre entièrement d'un burn-out ? Quels sont les enjeux au niveau professionnel pour les individus ? Comment les employeurs perçoivent ce type de problématique ? Ou encore, que faut-il mettre en place pour prévenir ce type de risque ? Madame Jacqueline Choran répond à nos questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous ? Oui, alors très rapidement, je suis consultante dans les ressources humaines et j'ai plus de 30 années d'expérience dans les ressources humaines. Voilà, je suis psychologue clinicienne de formation. Parfait, merci. Alors, pour commencer, quelle définition donneriez-vous au burn-out ? Alors, c'est un épuisement professionnel, physique et psychique, même mental, qui résulte d'un stress chronique au travail. La chronicité du stress est importante, c'est-à-dire que l'individu est soumis à une situation anxiogène dans son travail, quelle qu'elle soit, on en reparlera tout à l'heure, et c'est vraiment ce processus qui va s'installer où on n'arrive plus à récupérer, le stress s'installe, les hormones cortisone, adrénaline sont constamment envoyées au niveau du corps, et si vous voulez, c'est quelque chose qui va transmettre au cerveau de la toxicité. Burn-out, c'est grillé, on est littéralement grillé au niveau de son cerveau qui ne commande plus le corps. Donc c'est en général des arrêts maladie assez longs, de 3 à 6 mois, voire plus, donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Et quels sont les premiers signaux du burn-out ? Alors, je pense que ça, c'est très important pour les auditeurs et ceux qui nous écoutent. On peut repérer ce processus qui va s'installer. On va avoir souvent une fatigue non récupérable, c'est-à-dire que même les week-ends, même les vacances, on reprend le travail, on est constamment fatigué. On ne récupère plus la fatigue. Le corps va lâcher, c'est-à-dire qu'on commence, puisque les hormones se fabriquent, quand on commence à avoir des hormones qui vont rétrécir les vaisseaux sanguins, comme l'adrénaline, si vous voulez, vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête, vous commencez à avoir des petites douleurs, quelqu'un qui ne tombait jamais malade va avoir des arrêts maladie plus régulièrement. Donc c'est vraiment important, le corps va commencer à envoyer des signaux qu'en général les gens n'écoutent pas. Ça c'est aussi la première chose. Plus de plaisir au travail, ça aussi c'est un troisième signe qui doit nous alerter. Je vais au travail de manière, on parle de robotique, c'est-à-dire avec une indifférence. J'ai plus de plaisir au travail. On retrouve aussi des problèmes de sommeil, à l'endormissement ou pendant la nuit. Alors c'est le coup de stress de 3-4 heures du matin. Si vous voulez, on n'arrive pas à s'endormir, on est fatigué, on ne récupère pas. Et puis on a probablement aussi, quand le processus s'avance, un sentiment d'être à fleur de peau. Les larmes aux yeux, de l'agressivité, on commence aussi à voir tous ces signaux qui sont vraiment des alertes. On ne se repose plus, on est moins performant parce qu'on a aussi un problème de concentration. On lit 3 fois les mails, on n'arrive pas à les comprendre, on reste plus tard mais on n'est pas bon. On a perdu en efficacité et en performance. Donc quand on se sent comme ça, il faut absolument prendre des vacances, aller voir son médecin, mais checker vraiment physiquement comment je me sens aujourd'hui, comment est-ce que je suis, pour pouvoir finalement soit avoir récupéré et organiser vraiment quelque chose qui est de l'ordre du repos psychique, parce que ça aussi c'est important, c'est vraiment un repos psychique. Et puis évidemment, ce qui est très inquiétant dans ce processus qui avance, c'est la perte de confiance qu'on va avoir petit à petit. Ben oui, on n'arrive pas à se concentrer, on est fatigué, on voit moins les relations sociales dans le travail, on s'isole, on commence à avoir une indifférence psychique aux choses, on ne sait plus ce qu'on aime. Donc si vous voulez, après on va perdre confiance. Et c'est la confiance qui sera aussi quelque chose de très difficile à récupérer. Ok. Comment détectez-vous les cas avérés ? Alors malheureusement, souvent c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on les détecte essentiellement quand ils viennent aux ressources humaines, ou que le manager vient pour nous dire qu'il y a un arrêt maladie et qu'on ne sait absolument pas quand la personne va revenir. En général, c'est ça la première détection, malheureusement. C'est-à-dire que le processus est très avancé et la personne part en arrêt maladie pour 1, 2, 3, 6 mois d'arrêt. On a des difficultés à détecter encore en entreprise, à faire de la prévention, parce que si vous voulez, les managers ne sont pas assez formés.
ne connaissent pas les signaux et c'est très compliqué parce que, en particulier, le collaborateur est dans le déni. Donc c'est ça aussi la particularité de cette maladie, c'est qu'il y a du déni. La personne est en survie, mais va vous dire qu'elle va bien, va prendre du travail en plus, ne va rien montrer et ça c'est très compliqué pour les managers. Alors les managers vont venir et on va essayer de faire un diagnostic ensemble et c'est assez vite fait avec lui, avec le management. On discute, on voit s'il y a une surcharge de travail chronique, on voit s'il y a un problème de compétence de la personne au poste. Le problème de compétence est très important. Quelqu'un qui n'a pas la compétence pour un poste va vivre un stress chronique qui va s'installer. On voit s'il n'y a pas des conflits avec le manager, conflits avec les collègues qui auraient amené finalement le cerveau en stress chronique avec une situation de danger en permanence. Donc ça aussi, et puis des changements en particulier. Vous voyez, le changement de manager est pour moi une cause assez intéressante sur les burn-out. Pourquoi ? Parce que le manager qui n'est pas formé à prendre une équipe, à mettre en place une situation de changement, va probablement tout révolutionner, vouloir changer vite, les gens sont stressés, certains sont pas capables de changer comme ça, c'est une remise en question de beaucoup de choses. Et souvent, quand il y a un changement de manager, moi j'observe aussi des situations très très difficiles pour les collaborateurs. Pensez-vous qu'il s'agisse du mal du siècle ? Alors oui, pour moi, clairement, c'est le mal du siècle, mais d'ailleurs qu'on voit arriver depuis longtemps. Les psychologues le savent, les services santé le savent, on voit les risques psychosociaux augmenter de façon régulière chaque année. Donc l'après-Covid, évidemment, on a vécu 2 ans de manque de récupération, les gens n'arrivaient même plus à récupérer des vacances, à faire du sport. Donc la situation de travail anxiogène, le stress chronique sans récupération, vous voyez bien que ça n'a fait qu'augmenter les burn-out. C'était assez épouvantable, on a vu que c'était impressionnant. Donc dépression, anxiété supplémentaire liée aussi à une remise en question de la relation au travail. Aujourd'hui, et surtout après Covid, les gens veulent travailler du sens. Ils veulent être reconnus, ils veulent qu'on les challenge, ils veulent des managers compétents. Compétent pas par l'autorité, mais compétent par la façon dont il fédère l'équipe. Donc ça aussi amène beaucoup de situations de stress, de conflits qu'on retrouve dans les entreprises. Pour finir aussi, l'évolution des jeunes générations, qui, on le sait, supportent beaucoup moins le stress que des gens comme nous, plus âgés, où on était des générations où on exécutait un peu plus les ordres, on remettait peu l'autorité, il n'y avait pas ces changements environnementaux. Donc les jeunes générations ne sont pas prêtes à travailler avec autant de stress et surtout demandent finalement au travail, c'est un moyen pour réussir sa vie, et c'est plus une finalité. Le travail, c'est plus une finalité, faire carrière, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que ça amène du plaisir, de la motivation, et il y a une remise en question complète d'organisation du travail. Et comment prendre en charge ces personnes ? Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, elles ne s'en sortent pas seules. Surtout si le processus est très avancé. C'est ça notre difficulté, si vous voulez, c'est que prendre des congés ne suffira pas, probablement quand le processus est très avancé. Donc déjà, la première chose, on doit les couper totalement du travail, par un arrêt maladie en général. C'est-à-dire que quelqu'un qui est absent pour une situation de burn-out, l'employeur ne va pas l'appeler, les collègues ne vont pas l'appeler, il faut être très prudent, au moins attendre 3 semaines pour appeler le collaborateur, il faut qu'il y ait de la prévention, parce que sinon, ça va être finalement le facteur de stress, c'est le travail. Donc si vous voulez, c'est ça notre problème. Donc il faut beaucoup de précautions, les services RH doivent être formés pour capter et tenir le lien avec le collaborateur, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de la prise en charge, de les couper totalement du travail. Et si le processus n'est pas trop avancé, on peut récupérer assez vite, mais en analysant évidemment la cause. Et c'est ça notre vrai problème, c'est de savoir quelle est la cause, la situation au travail qui fait qu'il y a une anxiété majeure et un stress chronique. Et puis, la difficulté pour prendre en charge ces personnes, c'est aussi qu'elles sont dans le déni. Donc c'est des gens qui ne voudront pas s'arrêter. Les médecins me le disent très bien. Je lui propose un arrêt de travail, elles ne veulent pas s'arrêter. Elles ne veulent pas lâcher parce que, si vous voulez, c'est vraiment une survie psychique où on n'a plus du tout conscience des choses. Donc c'est un processus qui est terrible parce qu'il faut de la volonté du management, il faut de la volonté pour dire non, stop, va voir ton médecin, ou ça va pas, il faut qu'on mette en place une action. Ok. Et à quel moment aborder la reprise professionnelle ? Alors la reprise professionnelle, je dirais, le premier critère, c'est d'être guéri.
et j'ai envie de dire guéri complètement. Le physique va être très vite récupéré. Si vous voulez, vous allez vous récupérer, vous allez dormir, vous allez être fatigué, etc. 3 semaines, 1 mois. Par contre, le psychique, le sentiment d'échec, la culpabilité, le manque de confiance vont être très très loin récupérés. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que la personne reprenne le travail à fleur de peau. Parce que, évidemment, à peine la demi-journée de reprise passée, si vous voulez, les collègues vont oublier que la personne a eu un burn-out. Et c'est normal, puisqu'elle va occuper son poste. C'est ça notre difficulté. Donc, il faut vraiment être guéri, plus à fleur de peau, avoir compris aussi ce qui s'est passé. Et moi, j'ai envie de dire aussi à nos auditeurs, c'est le principal, quelle est la cause ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je me suis retrouvée en situation de burn-out, comment je peux analyser les choses. Et c'est pour ça aussi que le management doit faire aussi cette analyse avec les RH ou le service santé de l'entreprise, mais on doit comprendre ce qui a pu se passer. Donc, surtout, comprendre qu'on reprend le travail, surtout quand les symptômes psychiques, la culpabilité, la honte, tout ça est bien tassé et qu'on a bien compris. Et quels sont les risques pour la carrière ? Alors malheureusement, ça dépend de la gravité du burn-out, évidemment aussi de la cause, si vous voulez. Si c'est un problème de compétence, admettons un manager qui n'est pas compétent pour être manager. Il n'arrive pas à déléguer, il n'a pas lâché prise, il a eu des conflits avec ses collaborateurs, il n'est pas optimum pour travailler, il a un burn-out. Vous voyez que c'est un peu compliqué parce qu'il doit faire à la fois peut-être le deuil de son poste de management. L'entreprise doit avoir compris ce qui s'était passé, doit pouvoir peut-être lui proposer un autre poste. Donc vous voyez qu'on rentre vite dans une analyse un peu compliquée. Si c'est un conflit, admettons, pareil, il y a eu un conflit non traité, parce que j'ai envie de dire, un conflit qui amène quelqu'un en burn-out, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas trouvé une manière de le traiter, et souvent c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les conflits sont peu traités, parce qu'il faut des outils, parce que c'est compliqué. Donc vous voyez bien que si le conflit n'est pas traité, la personne a beaucoup de risques de retomber dans un piège de stress chronique. Et souvent, 80% des gens ne reprennent pas le même poste, ne reviennent pas à leur poste. D'abord parce qu'ils ont vécu un traumatisme et que, vous savez, moi j'allais voir des gens qui avaient eu des burn-out, ils ne voulaient pas venir dans le rayon 1 kilomètre de l'entreprise. Tellement le traumatisme était fort et le cerveau a enclenché un processus d'alerte, de danger. Donc les gens ont beaucoup de mal à revenir dans des conditions, parce que ça leur rappelle un certain nombre de choses. Quand vous mangez des huîtres et que vous êtes malade dans un restaurant, très malade, je peux vous dire qu'avant de remanger des huîtres ou d'aller dans le restaurant, vous allez avoir un peu de mal. C'est exactement la même chose pour quelqu'un qui a eu un burn-out. Ok. Est-il facile de réintégrer ces personnes sur le marché de l'emploi ? Alors, je dirais que ça devrait être assez facile, mais sauf si les personnes sont fragiles. Et ça, c'est le premier critère. Si vous voulez, si quelqu'un, et j'ai déjà vu quand j'étais responsable des ressources humaines, passe un entretien et vous parle de son burn-out et parle beaucoup du burn-out pendant l'entretien et n'explique pas pourquoi et a presque les larmes aux yeux d'une grande sensibilité, j'ai envie de dire que tout poussera les RH ou le management à dire bon, est-ce qu'elle n'est pas fragile, le contexte est compliqué, vous voyez l'idée. Donc il faut vraiment préparer ces entretiens et être sûr d'être guéri. C'est un épisode dans sa vie qui doit nous aider à comprendre et à rebondir derrière pour être plus fort. Et il faut y aller vraiment dans cet esprit-là, pour être fort et puis reprendre vraiment la carrière en main quand on est prêt. Et que doivent prendre en considération les employeurs ? Alors, pour moi, ce qui est très important quand on recrute quelqu'un qui aurait pu avoir cette situation, c'est de bien voir si la personne a pu analyser ce qui lui est arrivé. Ça, c'est la première condition. Si elle est capable de dire, voilà, c'était lié à un changement, je suis quelqu'un qui a peut-être du mal sur les changements, enfin en faisant attention par rapport au poste pour lequel elle postule, mais si la personne a compris ce qui lui arrivait et est passée à autre chose. Deuxième chose, bien cerner le milieu dans lequel on va mettre la personne. Parce que quelqu'un, évidemment, vous comprenez bien, qui a eu un burn-out sévère, c'est quelqu'un qui aura toujours dans son cerveau le réflexe, dès que ça revient, à se sentir pas bien. Donc en fait, c'est des gens qui, cette fois-ci, s'écouteront. Et ça, c'est pas mal parce qu'au moins, c'est rare de faire un deuxième burn-out si on a bien analysé. Parce que le corps vous prévient. Vous commencez à avoir des douleurs, le corps se souvient de tout, c'est merveilleux. Le cerveau vous envoie un signe, danger. Et ça, cette fois-ci, vous comprenez le danger. Donc vous arrêtez, vous dites c'est trop compliqué, j'ai trop de travail, vous allez voir votre manager. Vous avez appris à discuter.
Alors que là, si ce n'est pas analysé, si les compétences ne sont pas analysées, si on n'a pas compris, il faut bien évaluer tout ça. Et ça, c'est le recruteur aussi qui doit vraiment être sûr d'avoir bien cerné la compétence sociale, relationnelle, en plus de la compétence technique du candidat. Et quelles sont les conséquences à long terme au niveau personnel ? Alors, les conséquences à long terme, si vous voulez, on voit bien que le burn-out est très compliqué. Et je vous ai parlé de stress chronique. Évidemment, quand on a du stress au travail, qu'on n'arrive pas à récupérer, c'est important d'avoir une vie personnelle stable, d'avoir une vie relaxante, d'avoir une vie où on peut récupérer. Et ça, évidemment, c'est souvent difficile. On a des petits-enfants, on a des personnes accompagnées, on a dans notre vie beaucoup de bouleversements. Et on voit bien que quelqu'un qui rentre dans un processus de stress chronique, qui devient un peu indifférent, qui est obnubilé par son travail, au niveau social, ça va être compliqué pour sa vie de famille. Alors souvent, le manager vous dira, il a eu un burn-out parce qu'il divorce. Mais c'est faux, si vous voulez. C'est les facteurs de travail qui se sont vraiment mixés avec des facteurs de vie personnelle. Mais souvent, c'est faux. Ça part du travail et effectivement, la récupération, elle doit être faite dans la vie personnelle. Si c'est quelqu'un qui investit tout dans son travail, c'est compliqué. Donc, il faut avoir plusieurs piliers de vie, etc. Donc, le processus de reconstruction, souvent, les gens vous disent « le burn-out m'a changé et en positif ». Mais il y a quand même entre 4 à 7 ans quand même pour se reconstruire, vous voyez. C'est important de reprendre un peu qui on est, de savoir comment poser ses limites, de savoir pourquoi je n'ai pas pu alerter ma hiérarchie, pourquoi je n'ai pas pu parler de ce qui m'arrivait. Donc ça demande quand même un niveau d'analyse vraiment important. Et puis n'oublions pas quand même quelque chose de dramatique, que les sévères burn-out amènent au suicide. On a eu des cas de suicide aussi. Donc, il faut vraiment vérifier tout ça de manière très intéressante, très importante avec les médecins, avec l'entourage, etc. Et que conseillez-vous aux employés pour prévenir ce type de risque ? Alors, pour moi, c'est être très attentif aux premiers signaux de son corps. Ne pas les nier et être à l'écoute de son corps. Deuxième chose, bien se connaître. En quoi je suis bon. Et votre manager peut vous aider. C'est-à-dire, on fait du feedback, on essaie de comprendre. Parce que travailler dans son talent, c'est un plaisir. Travailler dans des points améliorés, on peut améliorer. Par contre, travailler dans quelque chose qu'on ne pourra jamais changer, c'est un vrai suicide, entre guillemets. Donc, il faut vraiment bien se connaître. Savoir se déconnecter complètement du travail. Et ça, c'est très important, surtout avec nos outils. Il va falloir le soir être capable de ne pas regarder son téléphone, le week-end de ne pas toucher au téléphone, de ne pas checker ses mails. Si on doit les checker, on se met au moins 2 jours, on ne les check pas et en fin de week-end, on peut les checker si on a un travail à responsabilité. Mais la déconnexion est très importante. Il faut se vider le cerveau et faire des choses qui nous font plaisir. Prendre ses vacances. Et prendre ses vacances, ça veut dire les prendre régulièrement. On a estimé, les médecins le disent, 2 semaines de vacances consécutives, c'est très important, c'est obligatoire. On arrête de prendre des petits jours par-ci, par-là, ça ne reconstruit pas. Vous voyez, il faut prendre ses vacances, faire des choses qui nous plaisent, et puis être capable de donner du feedback au management. Être capable aussi de dire ce qui ne va pas. De dire peut-être ce qui nous rend susceptibles, sensibles, comment interpréter notre relation avec le management. C'est être capable aussi de parler. Et puis peut-être le dernier conseil, ne pas tout miser sur le travail. Ça, vraiment, c'est important. D'avoir d'autres piliers dans la vie pour pouvoir, s'il y en a un qui commence à céder, si vous voulez, on a d'autres choses pour se raccrocher. Très intéressant. Et finalement, que conseillez-vous aux employeurs ? Alors aux employeurs, moi je leur conseille vraiment de faire de la prévention. Vous voyez ce que je vous explique en quelques minutes, ils peuvent le faire en 1 heure de temps. On peut sensibiliser les collaborateurs, on peut expliquer les signaux, on peut expliquer ce processus de stress. Qui dit processus dit possibilité de l'arrêter. Donc c'est très important de faire de la prévention et de la sensibilisation en organisant des séances avec des spécialistes. Traiter des problèmes d'organisation et de ressources. Bien réfléchir au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'on a la bonne organisation? Ne pas hésiter à remettre en question l'organisation, à réfléchir aussi sur les ressources. Vous voyez, souvent, je vois un absentéisme galopant et on se pose rarement la question de dire est-ce qu'on peut enlever des tâches, est-ce qu'on peut sous-traiter? On répartit plutôt le travail sur ceux qui sont présents. Donc ça, c'est pas bon. Il faut absolument, sinon on finira par avoir plus de gens malades que présents. Donc vous voyez, il faut bien réfléchir sur l'organisation et les ressources. Continuer à former les managers
Et probablement évaluer les compétences des managers. On ne peut plus manager, le monde est compliqué, le management, ça va amener des compétences de priorisation, d'organisation. Il faut vraiment aider les managers et les évaluer sur leur capacité à conduire les changements, leur capacité à faire des feedbacks, à évaluer leurs collaborateurs pour les placer à la bonne place. Et enfin, donner de la flexibilité dans le travail. Je pense que les gens peuvent se récupérer s'ils ont une autonomie. Vous voyez, tout ça amène quelque chose qui est profondément positif pour le cerveau, pour l'individu. Et puis, mettre en place des outils pour mesurer son climat de travail, pour mesurer régulièrement ce qui se passe dans l'organisation, ce que les gens vous racontent en termes de climat de travail. Parfait. Encore un grand merci, Jacqueline Choran, pour vos réponses très intéressantes. Nous vous disons à tout bientôt pour un tout nouveau podcast. C'était Audrey pour le CHS. Merci beaucoup.